Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Plus on avance finalement en poste, plus les sujets auxquels nous sommes confrontés sont difficiles, complexes, parfois ténus aussi au plan humain, et que la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est clé. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de 4 épisodes avec Martine Carlu. Martine Carlu est la directrice générale d'Interial, l'une des mutuelles de renom qui s'adresse aux agents du service public. Je suis très heureuse de la recevoir puisque nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'époque lorsqu'elle travaillait à Niort comme directrice du développement et du marketing groupe chez IMA, Intermutuelle Assistance, ici à Niort. Je suis ravie de vous la présenter. C'est une femme incroyable et évidemment, ce n'est pas sans une certaine fierté que j'accueille au micro de Valeurs agitées une femme directrice générale. Martine va partager avec nous à travers cette série son regard sur le monde du travail, notamment le monde de l'entreprise et évidemment sur sa place de femme dirigeante avec de forts enjeux, notamment en conduite de changement. Dans ce premier épisode de Valeurs agitées, elle nous parle de sa prise de fonction dans un contexte sensible. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Martine. Bonjour Magali. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui car nous nous connaissons maintenant depuis quelques années. À l'époque, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais directrice du développement et du marketing groupe chez IMA, Intermutuelle Assistance, ici à Niort. C'est notre point commun en particulier. Et tu as ensuite pris la responsabilité de la direction du pôle santé bien vivre que tu as créé toute pièce. Précédemment, tu avais œuvré pour AXA, Ernst & Young et Finaref. Et depuis 2019, ta carrière a pris un nouveau tournant puisque tu as décidé de mettre tes compétences financières, marketing et managériales au service d'Interial en tant que DG. Félicitations. Merci Magali. C'est vrai que c'est une belle aventure. Donc, on va tenter ensemble de répondre à la question très spécifiquement. Quand on est une femme, comment on fait pour devenir DG? Et évidemment, de manière plus large, on évoquera la question des bénéfices de la mixité et de la diversité au sein des entreprises au sens large. Pour démarrer, quand je te dis valeurs agitées, le nom de notre podcast, tu penses à quoi? D'abord au mot valeur, parce que je pense que c'est important dans le monde professionnel de pouvoir s'asseoir, s'adosser, s'organiser autour de valeurs que nous partageons et que le monde en a bien besoin. Et puis agiter aussi, parce que je pense qu'il faut sortir du cadre, remuer un peu, se remuer les méninges, sortir de nos sentiers battus, et que ça incite à la réflexion, au partage. Effectivement, c'est un bon résumé des enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quel a été le fil rouge de toute ta carrière. C'est toujours une grande question. Alors, a posteriori, c'est toujours plus simple. Bon, je dirais, moi, d'abord, un peu l'aventure, hein. J'ai pas eu une conception de carrière en tant que telle. J'ai suivi mes envies, des opportunités, des projets qui se sont présentés et dans lesquels je me suis sentie à la fois légitime et intéressée. Et puis, avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, il y avait des points communs dans toutes les aventures que j'ai choisi de faire. D'abord, la créativité. Souvent, je suis partie d'une page blanche sur des sujets un peu complexes, et c'est quelque chose qui me plaît bien. Deuxième élément, le développement. Je suis fondamentalement quelqu'un de développement, faire naître euh, des nouvelles choses, les faire grandir, hein. C'est quelque chose qui me motive particulièrement. Et puis, le troisième point, c'est l'humain.
parce que je suis fondamentalement attachée, à l'humain et je pense que le monde, du travail, bah, ce sont des personnes qui travaillent ensemble. Et que donc, cette dimension-là, elle est clé à la fois, dans les personnes finalement avec qui j'ai été amenée à travailler, le choix, de personnes avec qui, j'avais cette envie-là et puis, bah, bien sûr, prendre soin des personnes, dont j'avais la responsabilité et impulser une dynamique d'équipe constructive, ça a été quelque chose, de très important, dans toutes mes fonctions. Voilà, pour essayer de résumer un peu ce qui peut être une sorte de fil rouge, de ces quelques années d'expérience. Donc finalement, tu aurais pu être DRH alors? Ça m'aurait bien plu, ouais, je crois que ça m'aurait bien plu, effectivement. C'est un beau métier, qui mérite d'être, vraiment valorisé dans les organisations et qui, je pense, a une place tout à fait clé, dans les entreprises d'aujourd'hui, oui. En tout cas, je pense que c'est jamais trop tard pour devenir DRH et je pense que plus on a de l'expérience justement, terrain, opérationnel et plus c'est intéressant aussi, de basculer sur des fonctions support parce qu'on comprend mieux les enjeux aussi des personnes qu'on sert. Complètement. Et quelle a été ta motivation pour rejoindre Impérial? Ma motivation, bah, c'était d'abord une nouvelle aventure. J'étais à un moment de ma vie professionnelle où effectivement, je pense que j'avais besoin de me renouveler. Donc quand ce poste m'a été proposé, je me suis tout de suite projetée, finalement dans quelque chose de tout à fait nouveau, pour moi. Avec des personnes, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai eu, des belles rencontres pendant mon parcours de recrutement, notamment, bah, le président d'Interia avec qui, j'échange effectivement beaucoup depuis que j'y suis, et qui a été pour moi, une belle rencontre, quelqu'un, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, qui m'a donné envie de rejoindre l'entreprise et puis, un challenge humain, que je savais important, puisque le groupe avait connu, quelques difficultés, ces dernières années, avec notamment, des difficultés humaines assez significatives et l'idée de pouvoir contribuer à ce renouveau managérial, était pour moi une grande motivation. Et puis le dernier sujet, bah, c'est le sujet de la santé. C'est peut faire partie aussi, quelque part des, mmh, des sujets clés, dans mes motivations professionnelles, hein, pouvoir contribuer quelque part à faire bouger les lignes en matière de santé et de prévention. Et j'ai trouvé, dans les motivations, de l'équipe dirigeante, d'élus, d'Interial et le positionnement de cette mutuelle, un moyen de pouvoir, tester des idées que j'avais depuis longtemps et exprimer, cette envie que j'avais de contribuer, à ce progrès de société en matière de santé. Voilà. Je crois d'ailleurs que tu avais démarré ta carrière dans un centre hospitalier. J'ai démarré ma carrière, en tant que consultante dans les centres hospitaliers. J'ai connu à titre personnel, de près, les questions, de la maladie, de l'accompagnement des personnes, du décès et je suis convaincue, que les acteurs, tels que les mutuelles santé peuvent apporter, du soutien, des services, de l'accompagnement, et que nous pouvons contribuer à faire bouger les lignes. J'avais déjà, œuvré en ce sens, lorsque j'étais chez Intermutuelle Assistance, à la tête du pôle santé bien vivre en particulier et j'avais envie de pouvoir faire encore mieux, encore plus, en étant, côté assureur. Et alors comment tu as réussi à faire la différence, à ton avis, avec les autres candidats? Bah, je pense que j'étais complètement alignée d'abord avec les valeurs, et la philosophie avec laquelle le président souhaitait, qu'on dirige, la mutuelle. Ça, c'était un point clé, et ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Hem, Après, j'ai dû exprimer, probablement, une capacité, une énergie personnelle, une capacité à donner envie, à me projeter, qui était peut-être, plus forte que les autres candidats. Et puis peut-être aussi une clarté, dans la manière que j'ai eue d'exprimer l'ambition que je pouvais avoir dans la mutuelle. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles comment tu avais préparé ta prise de fonction à l'époque? Puisque c'est un univers que tu connaissais, mais pas totalement et j'allais dire la partie, service public,
était une partie plutôt nouvelle pour toi? Oui, complètement. Alors, nouvelle à titre professionnel, à titre personnel, je suis issue d'une famille de fonctionnaires, donc effectivement, ce milieu ne m'était pas inconnu. Mais oui, c'était un milieu nouveau, un métier nouveau, des enjeux très particuliers, et donc je me suis préparée avec l'aide d'un coach. J'ai fait appel à un coach, pour, anticiper les premières journées, les premières semaines, changer de posture parce que prendre une fonction de direction générale, c'est également, un challenge dans, la manière dont les autres vont vous regarder, l'impact que vous avez dans une organisation, et c'était important pour moi de prendre toute la dimension de ce que ça voulait dire aussi, dans ma manière d'être et d'agir, dans ce poste. Ça m'a été extrêmement utile. Et qu'est-ce que tu as changé dans ta posture, par exemple? Je pense que j'ai pris beaucoup plus d'attention, à ma communication verbale et non verbale. Peut-être, être davantage vigilante à ce que je pouvais dégager en tant que personne, puisque la première chose que le coach a souligné lorsque j'ai démarré les entretiens avec lui, c'était de dire: «Le directeur général ou la directrice générale, en l'occurrence, est quelqu'un qu'on regarde tout le temps». Et donc, vous n'avez pas le droit d'arriver de mauvaise humeur. Heu, on va regarder, comment vous êtes habillée, est-ce que vous êtes souriante en arrivant, la manière dont vous allez serrer la main d'un tel ou d'un tel, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marquée. Je suis quelqu'un d'assez spontané, dans mon fonctionnement, au quotidien, avec les équipes ou avec les gens qui m'entourent, dans le cadre professionnel. Et je pense que j'ai pris la mesure qu'il fallait effectivement probablement que je sois plus attentive, à mes prises de parole et à l'image que je pouvais renvoyer. Tu penses, par exemple, que la fonction de DG fait qu'on te voyait en tant que DG et pas forcément en tant que Martine Carlu? Ah oui, je pense que cette fonction est très particulière, et donc on est d'abord, un ou une, directrice générale. Alors en plus, une directrice générale, c'est d'autant plus, je pense, exigeant puisqu'il y en a peu. Et que, il y a, probablement tout un travail à faire en tant que femme pour, se faire accepter, à ces fonctions-là. J'en suis pleinement convaincue. Pour avoir été aussi, sur des fonctions de direction générale et effectivement, on peut nous regarder avec, un œil encore plus précis et critique, je crois. Exigeant. C'est ça. Et donc, à quoi, ont ressemblé tes premières semaines ou tes premières rencontres? Tu as décidé de rencontrer qui en premier, par exemple? Alors ma première journée, ça a été fantastique puisque en fait, ça a été une espèce de tourbillon. Le président avait décidé que j'arrive, juste, la veille du conseil d'administration qui devait me nommer. Et donc, c'était beaucoup de tensions, autour de cette nomination, puisque je suis arrivée dans un contexte où mon prédécesseur avait été, licencié quelques mois auparavant, et il avait été nommé un directeur général, par intérim, qui était, donc encore en poste, lorsque je suis arrivée. Donc, 1re rencontre, ça a été les rencontres avec, ce qui est devenu, effectivement un de mes meilleurs alliés dans la mutuelle, ce directeur général, adjoint maintenant, qui avait assumé ses fonctions pendant les quelques mois, et donc des souvenirs assez intenses de cette première prise de contact, et finalement arriver en quelques heures à savoir comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir construire la confiance, dans cet environnement-là, avant de sauter, dans le grand bain le lendemain en conseil d'administration. Donc en conseil d'administration, le lendemain, j'étais attendue, de pied ferme par l'ensemble, des administrateurs qui voulaient voir à quoi ressemblait cette fameuse directrice générale dont on avait parlé, mais dont on n'avait pas dévoilé l'identité. Parce qu'il y avait eu tout un secret, organisé Mmh. autour de mon arrivée. Et puis, la presse, j'ai découvert, dans ces premières journées,
tout l'intérêt que pouvait porter la presse à cette nomination et donc beaucoup de sollicitations, à ce sujet. Donc je suis sautée assez vite, dans ce grand bain-là. Effectivement, j'ai compris que quand on était directeur ou directrice générale, effectivement, ça n'avait pas, du tout, la même tonalité, que quand on était à l'intérieur d'un groupe, même, patron, finalement d'un pôle qui a été de taille comparable à la mutuelle que j'allais diriger alors, mais, avec, je dirais une mise, en lumière qui n'avait rien à voir. Alors comment tu as fait pour réussir à te faire accepter, j'allais dire, par cette personne qui est devenue ton adjoint, donc aujourd'hui? Comment tu as réussi à «convaincre» entre guillemets? Je pense que ça s'est fait d'abord dans le temps. Alors cette première journée, elle a été importante et on s'en reparle d'ailleurs, de temps en temps, avec le sourire parce que je pense que dès ces premiers instants, heu, c'était essentiel que je puisse, faire preuve à la fois, de je dirais d'une écoute, d'une bienveillance, comprendre, voilà, comment la personne, ressentait cette situation et lui faire comprendre que voilà, j'étais en tout cas, tout à fait, ouverte au fait de travailler ensemble, que pour moi c'était très précieux, d'avoir quelqu'un, de cette envergure, qui ait déjà cette expérience et qui allait pouvoir, finalement, poursuivre sa route, à mes côtés. Et que j'avais, la farouche envie, heu, de prendre le flambeau, qu'il avait commencé à allumer, pour rendre le projet intéressant pour toutes et pour tous et pour lui aussi. Donc ça, c'est ses premiers contacts, je pense on s'en est reparlé et il a apprécié, je pense, la franchise et la simplicité, finalement, de nos échanges. Et puis ensuite, ça s'est construit dans le temps. On a appris à se connaître, avec différentes phases. Et puis à trouver chacun sa place, parce qu'il y avait suffisamment à faire pour que, nous puissions être 2 à œuvrer au quotidien pour faire avancer, le projet, de la mutuelle et des autres marques du groupe. Donc quand on dit les 100 premiers jours sont, vraiment cruciaux dans une prise de fonction, tu souscris? Oui, oui, complètement, parce que c'est là qu'on marque en fait, finalement une forme d'empreinte, que personnes vont se faire une idée assez précise et de qui vous êtes, à quoi ils peuvent s'attendre, jusqu'où ils peuvent aller ou pas. Et on mesurait, dans les effectivement les semaines, suivant votre arrivée, si vous êtes digne de confiance, si on peut penser que vous serez à la hauteur de l'exercice et j'allais dire, dans quel état d'esprit, le fonctionnement de la mutuelle va s'organiser. C'est aussi, important vis-à-vis, du président, des élus, qui aussi, finalement m'ont mis à l'épreuve, plus ou moins, consciemment, ces premiers jours, pour se, conforter dans l'idée qu'ils avaient fait le bon choix et que j'allais pouvoir, déployer, la stratégie, qui leur convenait, être en alignement avec, leur manière, d'être et de faire, et répondre à leurs attentes, tout simplement. Et quelle a été ta priorité d'action? Alors j'arrivais dans un contexte où il y avait eu, beaucoup, beaucoup de, hem, difficultés, relationnelles, un contexte humain qui n'était pas encore vraiment bien affirmé et serein, notamment entre la gouvernance politique et la gouvernance opérationnelle. Donc il fallait que je rassure, sur, le fait que j'étais là pour, apaiser, la situation, hem, sans juger ce qui s'était passé. Donc j'ai été vigilante à entendre et évidemment, verbaliser, que j'avais conscience, de la difficulté, dans laquelle, pas mal de collaborateurs ou s'étaient retrouvés, ces derniers mois. Donc le verbaliser pour quelque part, pouvoir aussi,
finalement, entamer, cette phase de deuil et de changement, hein. Reconnaître ce qui s'était fait de bien, avant que je ne sois là, de manière à ce que aussi on puisse réparer quelque part, le manque de confiance qui avait pu s'installer, suite aux différentes difficultés que j'évoquais, juste avant. Et puis aussi, affirmer que j'étais venue avec la ferme intention, de déployer une dynamique collective constructive, de capitaliser sur les savoir-faire de la mutuelle, pour, nous projeter ensemble sur un développement, vertueux. Et le contexte, ne t'a pas inquiété par rapport à toi et à ton avenir? J'ai aussi, finalement, eu confiance, voilà, dans ma capacité, quelque part à engager des relations différentes, et à éviter peut-être des écueils, en les ayant identifiés. Maintenant, c'était clairement un challenge difficile. Moi, j'aime bien relever les défis, hein, donc je ne dis pas que je me suis pas posé des questions, régulièrement, Mmh. hem, mais c'est plutôt pour moi une source de motivation finalement de se dire: «Bon, il y a quelque chose qui a pas fonctionné, là, il y a peut-être moyen de faire autrement» et de montrer que justement, il y a une voie de sortie, pour tout le monde, y compris, dans la difficulté. Tu dis: «Je me posais, un certain nombre de questions régulièrement». Quelles questions tu te posais alors? Ça, c'est mon côté fille, hein, c'est: «Est-ce que je vais vraiment être à la hauteur du challenge? Est-ce que je Mmh. vais dans le bon sens? Est-ce que je vais tenir?» Parce que c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, en plus, bon, après on a eu, le covid qui est arrivé très, très vite, hein, et qui a bousculé encore plus les organisations avec finalement des responsabilités assez lourdes, qui ont dû être, assumées, à un moment où je prenais tout juste mes fonctions. Donc des vraies questions, de est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir la force, l'énergie, de porter tout cela, heu, avec toutes les attentes que j'avais identifiées, de par, mes différents interlocuteurs, hein, que ce soit côté opérationnel ou politique. Et comment tu as fait pour te rassurer justement sur le fait que tu avais, toutes les compétences pour réussir à tenir, ce poste et à relever tous les challenges? Alors d'abord, j'ai continué à être coachée, et je pense que ça m'a énormément aidée, hem, évidemment parce que, bah, le ce qu'on découvre aussi quand on devient directeur, ou directrice générale, c'est qu'on est seul, hein, pour prendre des décisions. Alors évidemment, on ne travaille pas seul, on est en permanence, entouré, mais que finalement, c'est bien vous et vous seul qui allez devoir prendre et assumer, ces décisions et que du coup, avoir, cette capacité, de dialoguer avec un tiers, qui vous renvoie un certain nombre de choses, qui aide à démêler des situations, c'est absolument précieux. Et donc, je pense que ce coaching a été, pour moi, vraiment une clé, dans ma capacité à m'ancrer, correctement, dans ces premières journées, dans ces premières semaines, et maintenant encore, dans les différents défis auxquels je suis confrontée. Hem, j'ai aussi beaucoup dialogué, avec, des amis, voilà, pour conforter, peut-être heu des décisions ou des situations auxquelles j'étais confrontée où il fallait que j'agisse. Voilà, je me suis entourée. J'ai aussi évidemment beaucoup dialogué avec, mes différents collaborateurs, pour ajuster le tir, comprendre, là où j'en étais, hem et heu et m'adapter, au fur et à mesure à ce qui se présentait, ouais. Et donc ton coaching, il a duré combien de temps à peu près? Ah bah, il s'est pas terminé. Moi, je suis toujours j'ai j'ai renouvelé, alors on se voit, peut-être 4 5 fois, dans l'année. Alors au début, peu j'avais une petite ligne téléphonique, plus fréquente, mais maintenant, je fais peut-être, 4-5 rendez-vous, voilà, 2 heures dans l'année, on va dire voilà, un peu moins de tous les 2 mois, et je souhaite conserver cette possibilité-là parce que je pense que c'est, encore une fois, un élément important et que d'autant plus important quand on est, à ces niveaux de fonction-là, pour garder, de l'objectivité, de la lucidité, et hem et de la sérénité. Et comment tu as fait pour, choisir ton coach?
Alors c'est en fait quelqu'un que je connaissais de ma vie, antérieure, avec qui j'avais travaillé, dans d'autres circonstances, et qui m'a appelée à ma prise de fonction. Elle m'a dit: «Écoute, Martine, je suis ouverte et on se connaît de longue date, mais je peux t'aider». Eh bien, j'ai dit: «Formidable». Ah bah, super! Effectivement, c'était une belle opportunité et c'est courageux de nous le dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, ont une forme de honte à être coachés, un peu comme à une époque où on avait, honte d'aller voir un psy parce qu'on avait l'impression qu'aller voir un psy, ça voulait dire qu'on avait une problématique, une maladie mentale, et encore aujourd'hui, on a, beaucoup de préjugés par rapport au coach en se disant, bah, finalement, on se fait coacher parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est ce que j'entends parfois et ce sur quoi évidemment je ne suis pas d'accord. Donc je trouve que c'est courageux de le dire aujourd'hui. Je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Bravo à toi. C'est assez naturel et plutôt sain. Je crois aussi. Parce que je pense qu'on prend des responsabilités, mais à un moment donné, on reste humain et on peut tous avoir, des doutes, des questionnements, des vulnérabilités, des faiblesses, des failles et je pense même que c'est nécessaire pour éviter de prendre la grosse tête et avoir une estime, survalorisée, on va dire. Donc au contraire, je pense que c'est très, très bien. Puis c'est un rendez-vous avec soi-même, je pense encore une fois, on n'est pas on à ces fonctions-là, on est complètement, submergé, finalement, par, les sujets qui se présentent, l'actualité, sans cesse, qui nous réserve des surprises, même si on essaye d'anticiper, et donc on est dans un espèce de rush, permanent et donc d'avoir des rendez-vous où on se pose, déjà rien que ça, c'est absolument clé. Et si en plus on peut le faire avec un regard extérieur, qui par son questionnement, bah, finalement, va guider, cette réflexion, c'est vraiment très précieux. Tu as bien raison. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui n'oseraient pas encore franchir ce cap, de le faire, et c'est un grand bonheur. J'ai découvert en même temps que vous cette conviction de Martine qui rejoint totalement mes propres convictions et mes propres aspirations. Demander de l'aide, un appui, un conseil, ou dire simplement je ne sais pas et j'ai besoin d'un regard extérieur, ça commence par là, le respect de soi. Quand on parle de prendre soin de soi, c'est déjà là le début de l'histoire. Il est rare dans notre société aujourd'hui d'accepter de l'aide, voire d'en demander. Et pourtant, je pense que c'est ceux qui osent demander qui réussissent à avancer et à aller encore plus loin avec le plus d'efficacité et avec le moins d'énergie consommée. Le respect de soi, c'est ça. C'est s'autoriser à dire qu'on n'est pas infaillible, que seul, on ne peut pas tout. Et c'est aussi de croire en soi. Je vous dis à tout de suite sur le deuxième épisode avec Martine Carlu, où elle va nous présenter ses enjeux de conduite de changement et elle va nous dire concrètement comment elle a réussi à transformer Interial. Nous allons parler à la fois de ses enjeux dans le cadre de la conduite de changement, mais aussi de manière très très concrète, comment elle organise son travail. Comment gagne-t-elle en efficacité? Comment gagne-t-elle en sérénité? Comment valorise-t-elle l'activité de ses services? À quoi ressemble son quotidien? Je vous souhaite une très belle écoute. Et donc, quels étaient les enjeux au moment de ta prise de fonction? Donc, on a entendu le Covid, mais j'imagine qu'on t'avait pas recruté pour la gestion du Covid, puisque c'était antérieur. Donc, c'était quoi tes objectifs? En fait, il fallait remettre, la mutuelle et le groupe, hem en sérénité, hein. Vraiment un groupe qui avait connu, des difficultés importantes, des difficultés à la fois, liées à des situations de marché qui lui incombaient pas, mais qu'elle avait dû gérer, heu
dans des conditions, vraiment pas faciles, des difficultés humaines, perte de confiance des élus vis-à-vis des équipes opérationnelles et vice versa, des équipes opérationnelles entre elles, parce que ça avait, finalement renforcé, la création de silos, avec, vraiment, une méfiance, importante qui s'était, constituée au fil des années, entre les membres des différentes équipes. Donc d'abord, vraiment un sujet très humain, de redonner confiance, redonner du sens et redonner, j'allais dire, l'envie de travailler ensemble. Comment tu as fait? D'abord, j'y ai cru, je crois. Je peux finalement passer des messages, hein. C'est que je suis convaincue, qu'on ne fait pas les choses, autrement qu'avec authenticité et sincérité, et que si on n'est pas soi-même convaincu que ça peut marcher, on aura du mal à convaincre les autres. Donc d'abord, je pense que ça peut paraître, un peu surprenant de dire ça, mais il fallait que j'y croie et donc moi-même, me projeter, dans un environnement, positif et trouver des relais avec qui j'avais envie de bosser, et dont je sentais qu'il y avait, matière finalement à construire quelque chose. Donc ça a été, le premier point, je pense, assez important et construire cet écosystème autour de moi qui allait me permettre, effectivement d'y croire et de le construire, correctement dans le temps. Le deuxième élément, vraiment un travail de grande proximité avec le président, ça a été aussi absolument essentiel. J'ai la chance d'avoir, quelqu'un avec qui je travaille en très grande, complicité, on est très alignés et donc ça a été évidemment, précieux de pouvoir à ces moments-là partager avec lui, qu'il me raconte l'histoire, que je comprenne finalement ce qui s'était passé et quelle était, finalement l'âme qu'il y avait derrière, ces difficultés-là et sur lesquelles j'allais pouvoir, construire quelque chose. Donc ça a été un point, je pense aussi essentiel et on a pris beaucoup de décisions ensemble. J'ai tenu évidemment informé très régulièrement la manière dont les choses évoluaient et on s'est recalé, très régulièrement, sur la manière d'avancer. Il m'a beaucoup associée évidemment aussi, vis-à-vis des élus puisque c'était important aussi que rassurer le conseil d'administration sur, la manière, dont tout ça a évolué. Hem Et donc j'ai pu tisser cette toile relationnelle, qui je pense était absolument clé, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les élus, pour redonner la confiance et hem et donner envie. Et puis ensuite, on a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde, c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur cette idée du projet pour, finalement, amener un collectif à définir des objectifs communs, à se forger, une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc nous avons créé, dès 2 mois après mon arrivée, lancé un grand plan de transformation qu'on a appelé Hermione et donc, le 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 nom aussi a été trouvé, ensemble avec les équipes. On a fait, des brainstorming, on a fait appel, voilà, aux bonnes idées pour, organiser finalement, la vie de l'entreprise autour d'enjeux communs et créer de la transversalité. Et aujourd'hui, on en est à Hermione acte 2, mais je crois que ça a été effectivement un levier important, pour, rassembler, autour, autour d'objectifs communs et donc retrouver la confiance et le plaisir de travailler les uns avec les autres. Et puis l'autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le reporting. Comme il y avait effectivement un sujet de confiance, j'ai mis en place très vite un outil, qu'on appelait le flash hebdo, qui a beaucoup fait râler au moment où je l'ai créé, mais qui a été, je pense, un outil de confiance collective important puisqu'il s'agissait en 2 pages de pouvoir, donner une vision de synthèse sur ce qui se passait dans la mutuelle pour nous, pour, les principaux, directeurs, de, de l'organisation et puis communiquer aux élus pour leur donner la visibilité sur ce qui se passait et les rassurer sur nos avancées. Et ça aussi, je pense que ça a été un élément important et ce flash hebdo existe toujours et est vraiment devenu maintenant, un rituel, qui cadence un peu, la communication, entre les élus, les directions et qu'on a élargi en termes de diffusion, à une quarantaine de personnes maintenant au sein de la mutuelle et qui je pense est un fil rouge important pour tout le monde. Qui, remplit le flash, hebdo?
Et bah, tout le monde, parce qu'en fait, chaque direction remonte, chaque semaine, une petite synthèse de ce qui se passe. On a organisé ça par différentes thématiques et donc après, on consolide, donc c'est un travail assez lourd, hein, c'est un investissement de faire ça, puisqu'il faut récupérer, les flashs de chaque direction, les analyser, synthétiser de nouveau l'information pour que ça tienne en 2 pages, et ensuite, effectivement faire le tri aussi des informations, pour qu'on donne, le bon niveau, et évidemment, la bonne tonalité, sans cacher évidemment les difficultés. Donc c'est toute une chaîne qui s'organise, finalement pour pouvoir livrer en temps et en heure, ce flash, le lundi, midi. Tu as raison, il faut être précis. Et donc tu disais que ça a fait beaucoup râler. Pour quelle raison? Bah, c'est du boulot, hein, les gens aiment pas écrire. Donc là, en plus, on leur demandait d'écrire, sur ce qu'ils faisaient. Donc, bah, déjà le sentiment de quoi? On vient, fouiller, heu, ma vie professionnelle quelque part, heu, donc ça fait râler pour ça. C'est vrai que c'est du temps, et ça a mis du temps à ce que chacun se dise: «Bah oui, finalement, c'est utile, pour les autres, mais c'est aussi utile pour moi, parce que, bah, je récupère, de l'information, et puis je peux valoriser aussi finalement, le travail, que je réalise, celui de mes équipes. Donc, Oui, bien sûr. Je trouve que c'est un bon moyen de valoriser le travail, du quotidien et plutôt que de se dire, chacun bosse dans son coin, effectivement en silo, tu reprenais l'image tout à l'heure, ça permet d'avoir une vision, globale, transversale donc moi je trouve ça très, 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 très intéressant et très, très pertinent et donc tu as, mis en place cet outil avec, l'aide d'un cabinet ou est-ce que ça a été un outil qui a été construit en interne? non, non, pas du tout, en interne, Il y a pas de c'est mmh. pas adossé à un logiciel particulier ou Ah non, c'est une simple feuille Word avec, 4 thèmes, les faits marquants de la semaine, les réussites, les difficultés, les faits marquants de la semaine d'après. Puis, voilà, on s'est lancé, au début, on a affiné au fur et à mesure la manière de le rédiger et puis j'ai la chance d'avoir, dans l'équipe, Bernard qui rédige d'une main de maître et qui a été mon aide précieuse pour mettre en place et faire vivre cet outil. tu n'as pas fait Donc, un recrutement spécifiquement? Tu as non, non, trouvé quelqu'un qui était Bernard était dans disponible. l'équipe. Ensuite, j'ai bien vu qu'il était très motivé sur le sujet et donc, heu, on en est à notre numéro, 132. Et est-ce que ça fait toujours autant râler? Alors, le flash report est devenu, la marque de fabrique de notre fonctionnement d'équipe, donc ça fait pas râler le flash report en lui-même. Ce qui fait râler, c'est la deadline, donc parce que, bah, comme tout flash report, il faut que ça soit en temps et en heure. Donc je dois, régulièrement, malheureusement, rappeler, les échéances, et râler moi aussi quand les flashs sont pas livrés dans les délais. Donc voilà, ça nous vaut quelques échanges parfois, pour arriver à cadencer, garder le rythme. Tu as pris aussi des engagements à l'égard de tes élus. Et il faut savoir que je fais mon propre flash, que je communique aussi et je m'astreins aussi à cet exercice, et qui est intégré, dans la feuille globale. Donc, moi aussi des fois je râle parce que j'ai pas le temps et que c'est vendredi soir et que zut, j'irais bien au week-end mais qu'il faut le faire. Mais l'exemplarité quand on est DG, je pense que c'est indispensable. Je crois beaucoup à la vertu de l'exemplarité. Après, elle a ses limites parfois. En tout cas, je m'y astreins. C'est exigeant, mais je pense que c'est important pour les équipes, de comprendre que si on leur demande quelque chose, tout le monde joue le jeu quoi, à tous les niveaux de l'organisation. Quand tu dis ça a ses limites, c'est-à-dire? Bah, parce que malgré tout, les fonctions de DG ont, des niveaux de contraintes, je pense, à force de le vivre, qui sont particulièrement fortes, et que du coup, on voilà, peut être, en difficulté pour assumer, finalement des choses, et qu'il faut faire preuve, je pense d'une grande souplesse, hein. J'ai eu le sujet là, avec le sujet des bureaux, puisque nous passons en flex office et donc à titre d'exemplarité, eh bien, je n'ai plus de bureau non plus. Bon, alors je dois avouer
que, évidemment, c'est pas simple tous les jours, de se dire, compte tenu de nos agendas, du degré de confidentialité des informations, qu'on véhicule et cetera, c'est une contrainte, qui est, je pense, plus forte que pour, le collaborateur, qui est pas forcément confronté au même niveau, de confidentialité ou de succession de rendez-vous dans la journée. D'ailleurs, quand on est DG, c'est à peu près ça. Je ne sais pas à quoi ressemble, une journée type chez toi, mais, bah, voilà, tiens, c'est une question. À quoi ressemble une journée type chez toi? Beaucoup de réunions, beaucoup de réunions. J'essaye de garder quand même, des moments, sans réunion, mais c'est effectivement, c'est quand même, difficile. Donc le temps pour soi est quand même extrêmement, limité et compté, ouais. Alors, par exemple, justement, comment tu fais concrètement pour, réussir à être efficace dans ton travail, pour gagner du temps, pour, t'organiser, on va dire au mieux? Est-ce que tu as des trucs et des astuces à partager avec nous? Alors on a mis en place, il y a quelque temps déjà, d'un commun accord avec l'ensemble des directeurs, une charte qu'on a appelée «Travailler autrement», que j'essaye aussi de respecter et qui comprend notamment, l'idée d'un lundi matin sans réunion. Alors, je peux pas dire que tous mes lundis matins sont sans réunion, ce serait mentir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des urgences et donc je finis, il y a toujours, Annie, mon assistante qui me dit: «Non mais ton lundi matin, tu pourrais peut-être, voilà, donc il y a fini souvent quand même à avoir une petite réunion en fin de matinée. Mais ceci étant dit, j'ai au moins 2 3 heures, le lundi matin, de sanctuariser pour organiser ma semaine. Donc c'est quelque chose de précieux pour pouvoir se remémorer les échéances, optimiser l'agenda, réduire des durées de rendez-vous, me remettre en tête, ce que je suis censée livrer et cetera. Réfléchir un peu. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi que je pense être, très très bénéfique. Et souvent, j'essaye aussi le vendredi soir, à partir de 17 heures de pas mettre de réunion pour pouvoir aussi, finir la semaine, les mails, et cetera que j'ai pas pu faire à un autre moment de manière, plus confortable. Ça, c'est un premier point. Je travaille beaucoup évidemment avec mon assistante, elle m'aide énormément. Donc j'ai vraiment donné des consignes précises sur les durées de rendez-vous. Donc je négocie très régulièrement, à la baisse des durées pour, que j'ai des temps de respiration entre plusieurs rendez-vous. Je prends beaucoup de notes, je rédige pas mal de choses, moi-même pour, garder aussi, la mémoire, de ce que je dois faire et de ce que nous avons décidé. On a pris aussi le parti de faire, beaucoup moins de supports, qu'on ne le faisait auparavant. Tu parles de quoi? Bah, le fameux PowerPoint de 50 pages que personne ne lit, donc dans la charte que nous avons mis en place, on s'est fixé un objectif pour les présentations, par exemple, d'être sur, 4-5 slides maximum avec des annexes. Donc ce qui fait qu'aussi les documents que je reçois et que évidemment, qui sont la base de mes prises de décision, progressivement, j'arrive à faire en sorte qu'ils soient, plus synthétiques, mieux organisés, que les réunions, évidemment, soient préparées avec un ordre du jour, timées, avec, des mini synthèses, systématiques, des conclusions, de manière à ce que le travail soit le plus efficace possible. Tu as des outils, par exemple, de suivi de réunion pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont bien suivies des faits? Bah, on a des relevés de décision, hein, systématiques, donc moi je privilégie les relevés de décision au compte rendu, parce qu'effectivement, on fait peu de comptes rendus, par exemple, de nos réunions, on va dire l'équivalent du COMEX, c'est pas un compte rendu, c'est vraiment un relevé de décision. Par contre, à chaque réunion, on reprend ce relevé de décision, on vérifie qu'on est toujours conforme et on négocie vraiment, les timings, les intitulés des actions à faire et cetera. Ça, c'est bon, voilà, ça, c'est une pratique courante. Après moi, j'utilise beaucoup OneNote, je prends beaucoup de notes avec des dossiers et cetera, ce qui me permet d'avoir les historiques, de ce qui s'est dit, dans les réunions et de suivre, ce qui se passe.
Tu Voilà, n'as pas après j'ai pas. d'outils spécifiques justement, par exemple, pour faire des relevés de décision ou pour faire du suivi de projet? On est pas mal sur Teams, Vous avec, n'avez des pas dossiers utilisé partagés. des Alors ça logiciels aussi, ça c'est quelque particuliers? chose sur lequel j'ai beaucoup, œuvré parce que c'était pas la pratique, de faire des dossiers partagés et donc on passait des heures à essayer de retrouver, les documents, les machins. Donc on a fait en sorte d'avoir, des dossiers par thématique, que des documents clés, soient, stockés à des endroits bien précis. On a mis en place aussi, des outils, d'archivage, des contrats et cetera. Enfin voilà, des choses qui permettent de faciliter la vie pour retrouver des documents et des informations. La vie de DG, c'est ça. C'est à la fois avoir une vision, avoir de la hauteur par rapport aux événements du quotidien, donner du sens et donner envie aux collaborateurs de nous suivre et d'œuvrer dans le même sens que nous. Et puis c'est aussi organiser de manière très pratico-pratique, de manière très concrète, pour que tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, puisse se traduire dans la réalité. Et investir sur le quotidien des équipes, ça fait aussi partie du job de DG. Je vous dis à tout de suite pour le 3e épisode avec Martine Carlu, où nous allons évoquer l'enjeu principal pour Interial demain, l'évolution de la protection sociale des agents publics. 2023 va être une année d'enjeux. Pourquoi? Parce que la protection sociale complémentaire va évoluer en 2024 puis 2026 pour les agents du service public de l'État, puis pour les agents de la fonction publique territoriale et de l'hospitalière. La protection sociale complémentaire, c'est quoi? C'est à la fois la protection obligatoire de l'employeur au risque santé, c'est-à-dire que c'est une mutuelle qui permet de couvrir les frais occasionnés à l'occasion d'une maternité, d'une maladie et d'un accident. Et c'est également la participation obligatoire de l'employeur au risque de prévoyance, c'est-à-dire que l'employeur va avoir une participation obligatoire pour couvrir tout ou partie, selon les négociations collectives qui auront lieu dans les collectivités territoriales, les pertes de salaire liées aux situations d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Martine nous explique dans ce 3e épisode de Valeurs agitées tous les enjeux pour elle comme directrice générale d'une mutuelle comme Interial. Je vous souhaite une très belle écoute. Quels sont les plus gros enjeux que tu as pour 2023? Alors nous, on est dans un contexte très particulier puisque, comme tu l'as dit aujourd'hui, le groupe Impérial donc est un groupe qui, s'adresse, à l'ensemble des agents de la fonction publique et que donc, il y a une grande réforme qui s'appelle la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique, qui change complètement notre modèle d'affaires. Puisque aujourd'hui, sur la plupart de nos cibles, de nos segments de clientèle, nous sommes sur un modèle de distribution dit individuel. Donc, ce sont des individus qui achètent nos offres avec donc des réseaux commerciaux, des produits qui sont à notre main, etc. Et que nous allons passer, suite à cette réforme, dans un modèle quasiment 100% collectif, avec donc des grands appels d'offres qui vont être conduits par des ministères ou par des donneurs d'ordre publics dans la fonction publique territoriale, qui vont sélectionner un ou des acteurs pour couvrir, des masses de population très importantes avec des contrats pluriannuels, un cadre, juridique extrêmement contraint et des offres qui sont, finalement, figées dans le temps pendant une certaine durée. Les premiers appels d'offres vont tomber en ce qui nous concerne cette année et ça va concerner, quasiment 50 de la population couverte par Interial. Donc en un appel d'offres, on va jouer, la moitié de notre activité. Donc je peux considérer que c'est un enjeu assez clé pour cette année 2023 et évidemment ça nous occupe pas mal. On a les autres appels d'offres qui vont tomber, dans les semaines, enfin les années qui vont suivre et donc il nous faut aussi anticiper ces différentes échéances, avec, des alliances, aussi, à créer avec, des acteurs complémentaires à Interial pour pouvoir, optimiser nos chances de réussite et puis évidemment, bah, ce changement, cette transformation de modèle va embarquer une transformation importante, de nos organisations avec des impacts à la fois, humains
et sur, notamment nos outils de gestion et plateformes systèmes d'information. Donc, ça s'accompagne, de grands plans de transformation, RH et informatique. Donc il y a un peu de challenge. Là, concrètement, on se parle de conduite de changement. Comment tu l'organises, cette conduite de changement avec tes collaborateurs? Eh bien, toujours au travers du véhicule, de notre projet entreprise Hermione, hein, donc dont on redéfinit chaque année, les grands axes, et les grands chantiers et donc bah, cet outil, bah, nous permet de concentrer, finalement et d'organiser les travaux, en transversalité dans l'entreprise autour de ces chantiers communs. J'imagine que ça peut être un contexte qui inquiète, les collaborateurs qui peuvent se dire: «Mais si on perd des marchés, à un moment donné, on sera trop nombreux, on n'aura plus les moyens de nous payer». Comment tu fais pour les rassurer? Beaucoup de communication, hein, ça c'est vraiment, effectivement, hein, tu as raison, et je l'ai vraiment vécu, très, très fort, en milieu d'année dernière, parce qu'on n'y était pas encore, aux échéances, mais ça fait, heu, ça fait maintenant quasiment 2 ans, hein, que cette réforme est en cours, donc on suit le sujet de très près, qu'on voit poindre les décisions, les unes après les autres et c'est vraiment au milieu d'année dernière qu'on a commencé à sentir, vraiment la tension, la fébrilité des équipes. Et je dois avouer que, même si on le savait, moi j'ai été surprise sur l'ampleur en fait que ça avait pu prendre, avec finalement, des témoignages, de personnes qui se disaient: «Bon, bah, maintenant finalement on va attendre, hein, parce que nos emplois vont disparaître, donc pourquoi continuer à s'engager, à se mobiliser?» Un taux de turnover qui commençait à effectivement, monter et des managers qui étaient démunis face à ça. Parce que nous n'avions pas non plus les réponses, qui permettaient de donner aux collaborateurs un cadre précis de travail puisque nous-mêmes, nous étions, en attente des décisions, gouvernementales puisque encore à l'heure où je vous parle, on ne sait pas, encore la totalité des contours, des appels d'offres, tels qu'ils sont conduits, leur périmètre exact, le calendrier, le gouvernement, agissant, en concertation avec les syndicats, des différents ministères, ça prend du temps et donc nous communique vraiment les informations au compte-gouttes. Ça fait de nombreux mois que nous sommes sur le sujet. Donc c'était difficile pour nous de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on peut communiquer?» parce que rassurer, oui, mais pour dire quoi? À partir du moment où nous-mêmes, on n'avait pas la totalité, des informations à disposition et aujourd'hui on les a toujours pas. Donc ça a été pour moi un vrai sujet de se dire à quel moment faut communiquer, comment. Donc au début, on a un peu tâtonné, on a commencé plutôt à nous appuyer, sur, les managers en se disant: «Bah, c'est eux qui ont les collaborateurs au quotidien, qui peuvent rassurer». Donc on a fait des formations des managers pour leur donner, maximum d'éléments de compréhension sur ce qui était en train de se passer, on a multiplié les réunions, les formats de réunions, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Et à un moment, quelqu'un de mon équipe qui m'a dit: «Mais, Martine, de toute façon, il y a pas, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois prendre la parole. Nous, même nous», pourtant je sais qu'ils étaient complètement, au fait de la situation, même nous, c'est pas la bonne manière de faire. Les collaborateurs quelque part, nous croient pas. Donc ça m'a un peu interpellée et puis du coup, bah, avec Fabrice, le DGA, on a pris cette décision, de prendre la parole. C'était vers le mois d'octobre-novembre, sous forme de ce qu'on a appelé des coffee meetings. Alors les coffee meetings, c'est une formule qu'on a créée dans le cadre du programme Hermione, depuis, déjà 2 ans et qui permet d'avoir des rendez-vous auxquels les gens s'inscrivent, volontairement pour avoir de l'info, en fait, sur un sujet, un projet et cetera. Et donc, plutôt que de faire quelque chose de très formel, on s'est dit: «Bah, on va le faire sur base du volontariat, on va rentrer dans ce qui existe déjà dans l'entreprise» et donc on a fait des coffee meetings spécial, DG-DGA, pour parler. Il y a 450 collaborateurs dans le groupe. Et donc on a fait, alors c'est de la force pour le coup du distanciel, et du Teams, hein. C'est que du coup, bon, ça permet de voir beaucoup de gens, en même temps. Donc on a choisi de fixer, on a fait 4 coffee meetings, donc on devait avoir à chaque fois, 80-90 inscrits, sous un format, entre 3/4 d'heure et 1 heure, où nous on parlait en fait pendant une demi-heure pour donner notre vision des choses, voilà, donner de la perspective et puis après des questions-réponses. Et ce format a vraiment bien fonctionné.
J'étais assez, hésitante, compte tenu du contexte qui était le nôtre. Mais effectivement, force est de constater que, les retours qui ont été faits, c'est que le fait que la direction générale, donc DG, DGA, prennent cette parole, consacre du temps, sur un format extrêmement libre et donne en transparence finalement l'état de la situation avec les questions qui se posaient, encore à date, c'est quelque chose qui a été, fortement apprécié et qui a beaucoup rassuré les collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que le collaborateur ne croit pas son manager, mais il croit le DG? Et bah, alors ça pour moi, je dois avouer que c'est un mystère parce que quand on m'a dit ça, je dis: «Beh, je ne vois pas». Mais je pense que voilà, on incarne finalement, d'abord, je pense que ce qui a rassuré, c'est de voir que j'étais aux commandes. Ce qu'on m'a dit, c'est ça. Mais oui, les gens ont vu que tu étais là, quoi. Finalement, avec Fabrice, en plus, donc on s'est complétés, que nous 2 on était bien alignés, qu'on avait les idées claires sur, ce qui se passait, avec un discours simple et accessible à tous. Je pense que rien que ça, déjà, les gens se disent: «Finalement, il y a bien un capitaine, elle semble, comprendre ce qui se passe, savoir où elle va, et avoir les idées claires sur la manière dont ça va se passer». Donc je pense que ça, c'est important finalement pour les gens d'entendre la voix, de la direction, dans ces moments-là. Peut-être la tonalité aussi, à un moment, le fait de prendre ce temps dans Coffee Meetings que faisaient pas les managers. Ils faisaient ça dans une réunion d'équipe, avec des bouts d'équipe finalement, donc des à chaque fois forcément une vision qui n'était peut-être pas globale de la situation de l'entreprise. Voilà, je pense que, c'est comme ça que je l'explique. Et qu'est-ce qui fait que au départ, tu étais pas convaincu, tu avais pas forcément envie de le faire et pourtant tu le fais quand même? Bah, j'ai écouté, tout simplement, ce qu'on me disait à un moment, c'était de plusieurs personnes m'ont fait ce retour, et donc j'ai fait confiance. Je me suis dit: «Bah oui, si c'est manifestement, ce qu'il faut faire». Je pense qu'effectivement, tu as eu raison puisque visiblement ça produit ses effets. De toute façon, le reste marchant pas aussi, il fallait bien, changer son fusil d'épaule. C'est pragmatique. Oui. Grâce à ce troisième épisode de Valeurs agitées avec Martine Carlu, la directrice générale d'Interial, j'espère que vous avez mieux compris les enjeux de la protection sociale complémentaire qui évolue dans le secteur public dans les mois, j'allais dire années à venir. Quels sont les enjeux pour les collaborateurs? C'est évidemment un soutien à leur pouvoir d'achat, mais c'est également une réduction de la précarité en matière de santé publique, une augmentation de l'égalité d'accès aux soins, un renforcement de la solidarité et évidemment, pour l'employeur, c'est un pilier de la qualité de vie au travail. Entendre les besoins des salariés, ça renforce leur engagement. Et la protection sociale complémentaire, ou bientôt harmonisée, va devenir évidemment un levier de l'attractivité des collectivités grâce à un alignement avec le secteur privé. Et ça pourra également faciliter la mobilité géographique des agents sur un même territoire, puisque les collectivités et le secteur privé offriront des garanties harmonisées. Je vous dis à tout de suite sur le quatrième et dernier épisode avec Martine Carlu dans le jeu du Tip Top, le jeu où je vais lui demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais lui poser des questions un peu plus personnelles encore. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose de passer à un jeu qui s'appelle le Tip Top. Donc, je vais en fait te demander de me donner un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions au hasard qui vont être encore plus personnelles. Ouh là! Bon allez, 28. 28. Quelle place a ton travail dans ta vie? Ah beaucoup. Des fois trop. Bah oui, beaucoup de place, hein, je pense que le travail, c'est un lieu de réalisation. C'est pas le lieu unique de réalisation, parce que je fais d'autres choses à côté, mais c'est un lieu de réalisation de soi, quoi. Donc c'est un lieu où on peut exprimer qui on est, on peut essayer d'agir, on peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc j'y passe beaucoup de temps, Tu as déjà calculé heu, combien de temps tu passes? ouh là, non.
Il y a le temps officiel et puis après il y a tout le temps où ça continue à tourner dans ma tête, et où je suis censée faire autre chose. J'aurais bien du mal à le chiffrer, mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Donc du coup, c'est pas plus mal comme ça. Et comment tu arrives à prendre soin de toi? Bah, en faisant Dans d'autres choses cette justement, situation? effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, dans le temps parce que j'étais pas très douée pour ça, mais j'ai appris effectivement à, faire reposer mon équipe personnelle sur plusieurs pieds et donc même si je continue à passer beaucoup de temps, au travail, j'ai aussi d'autres activités et je les préserve, jalousement. Donc notamment, je fais de la musique, pris des cours de guitare il y a quelques années maintenant et puis surtout je fais du chant et ça me libère beaucoup. Je fais du sport également, donc ça, c'est toute une partie de ma vie, qui est importante aussi pour moi et j'en sanctuarise aussi dans mon agenda et puis je passe du temps avec, ma famille. C'est important pour moi aussi évidemment de de garder ce temps, mes amis, ma famille, voilà les liens sociaux. Donc c'est un équilibre, permanent, hein, un peu déséquilibré quand même, mais en tout cas, qui repose sur ces 3 pieds-là, oui. Est-ce que ta famille a l'impression parfois d'être, sacrifiée? Oh probablement, forcément. Maintenant, c'est pas ce qui me renvoie alors, je pense que j'ai un peu progressé là-dessus parce que c'est vrai que comme je travaille beaucoup, je pense que j'avais cette tendance à travailler, puis après, quand il me restait 5 minutes, je passais le coup de fil, je donnais les nouvelles, et cetera. Et là, effectivement, j'avais des retours, pas toujours très agréables. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai changé, cette manière de faire. Je commence ma journée avec des fois les coups de fil qui vont bien, puis, je sanctuarise du temps, de qualité en fait, avec mes enfants, avec mon mari, avec, mes proches. Voilà, donc je pense que c'est un peu moins vrai maintenant et qu'ils savent, je l'exprime davantage, qu'ils comptent pour moi, et qu'ils comptent beaucoup. Donc tu penses qu'on peut être à la fois une dirigeante, une maman et une femme accomplie et épanouie dans tous les domaines de sa vie? Tous les domaines de sa vie, je ne sais pas, en tout cas, c'est probablement très ambitieux, mais ce qui est sûr, c'est que, j'ai pas envie de sacrifier l'un pour l'autre et qu'il faut au contraire, enfin, je pense qu'au contraire, l'un nourrit l'autre et que le fait de pouvoir, s'appuyer, sur, ces 3 pieds-là, est essentiel. Mais c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps aussi, qui n'est pas inné. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Bah, le déclic, c'est des ras-le-bol personnels, c'est des moments où on se dit: «Mince, j'aurais dû, j'ai pas fait», on sent des tensions, la fatigue, voilà, de se dire: «Non, ça peut pas durer comme ça». Bon, moi, j'ai toujours passé, beaucoup de temps, finalement à, poser des questions c'est sur moi, en fait, essayer de progresser, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel donc bah, j'ai bien vu les moments où ça marchait pas, voilà et puis c'est l'envie aussi, qui drive, de se dire: «Bah oui, tiens, une fois qu'on arrive à faire», quand j'ai commencé mes cours de guitare, que finalement j'ai vu que je pouvais le faire, j'y ai pris du plaisir, bah, ça donne envie de continuer, et de voir que, bah, quand on s'y tient, on arrive à progresser. Merci Martine. Un autre chiffre entre 1 et 35. Eh bien 2. Quel est ton écrivain préféré? Alors ça, c'est une bonne question. J'en ai pas un préféré, hein, je dois avouer que je lis des choses extrêmement différentes, en fait, du roman, très très classique, de la science-fiction, j'adore Isaac Asimov, ça fait partie de mes lectures de jeunesse que je relis régulièrement. Mais j'ai aussi beaucoup de bouquins de développement personnel, hem, voilà, j'aime bien, l'histoire aussi. C'est assez, je passe d'une lecture à une autre, de manière, assez variée. Par exemple, en termes de développement personnel que tu as envie de nous conseiller? Oh oui, le dernier que j'ai lu, c'est, «L'entreprise, une affaire de cœur». Pas Et vraiment du développement personnel en fait, finalement.
Mais j'ai adoré ce bouquin et vraiment je le conseille, à beaucoup parce que je trouve qu'il donne une autre vision de ce que c'est que de pouvoir diriger une entreprise, tout en voilà, tout en travaillant dans un monde, réel, hein, avec, des dimensions, très financières et très capitalistes et je trouve que c'était pour moi une formidable, découverte et une belle bouffée d'oxygène. Tu te rappelles le nom de l'auteur? Oui, Hubert Joly, quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, et qui je trouve, vraiment a réussi à matérialiser dans ce livre, énormément de belles idées sur la manière de diriger les entreprises à partir de son vécu personnel, ouais. Merci Martine. Un dernier chiffre, 1 et 35. 22. Quel est ton principal trait de caractère qui t'a permis d'avoir la carrière que tu as aujourd'hui? Peut-être l'optimisme, hein, Ouais. s'il en faut qu'un, hein, parce que Et en quoi l'optimisme t'a aidé? que dans sa carrière professionnelle, on est d'abord, il faut une capacité de projection positive, qui rayonne sur les autres, hein, et qu'effectivement, bah, quelque part ça embarque l'adhésion, ça permet, de créer des liens positifs avec les autres et que c'est essentiel pour progresser et pour bien vivre une carrière professionnelle. Et puis que plus on avance, finalement en poste, plus les sujets auxquels, nous sommes confrontés, sont, difficiles, complexes, parfois, ténus aussi au plan humain et que la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est clé. Pas se laisser submerger, peut-être par, les difficultés, les râleries, les craintes, les peurs, et embarquer encore une fois une dynamique positive d'entreprise donc ça me paraît assez essentiel, en fait. Bah, écoute, merci beaucoup Martine. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager? Peut-être une question que je ne t'ai pas posée, mais que tu aurais aimé, y répondre? En tout cas, merci, Magali, parce que je trouve que c'est, au travers de tes questions, finalement, ça me permet aussi, de partager un certain nombre d'expériences et j'écouterai avec plaisir, les podcasts des autres. Alors peut-être la question, c'est toi, qu'est-ce qui te donne envie, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée, de réaliser ces podcasts? Je suis convaincue qu'on la force, elle est dans le collectif. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, il existe des fossés entre, les employeurs, les employés, mais probablement parce que, on ne se comprend pas bien, peut-être qu'on ne communique pas bien, alors que je suis persuadée que la performance, économique, et la performance sociale peuvent, complètement se conjuguer et même, servir l'un à l'autre. Donc, à travers Valeurs Agitées, je me dis qu'en croisant nos regards, sur le monde du travail, en partageant nos trucs et nos astuces pour mieux vivre au travail, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose de très grand. Voilà. Bah, merci de cette belle réponse, Magali. Est-ce que tu as une actualité, que tu as envie de partager avec nous? Soit une actualité qui t'est, personnelle, peut-être, nous dire comment on peut te contacter si on a envie d'aller plus loin, soit une actualité de ton entreprise. Bien sûr, joignable sur LinkedIn pour les personnes qui souhaiteraient. Et je suis sûre qu'avec, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, tu as donné envie, d'en savoir plus encore, j'en suis persuadée. Pour un prochain épisode, est-ce que, tu aurais le nom d'une personne que tu aimerais voir, interviewée dans Valeurs Agitées? Alors Hubert Joly, j'adorerais qu'il soit interviewé, mais je ne sais pas s'il est, facilement joignable. Quelle Pour question moi, tu aimerais que je lui pose? qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre, tiens? C'est un beau challenge pour moi. Merci Martine. Donner un autre nom, hein, si c'est plus Non, facile. non, mais Isabelle Hébert, qui est une des dirigeantes que j'admire beaucoup, du monde de l'assurance, actuellement chez AG2R La Mondiale et qui a, je pense, plein de choses à partager. OK, mais écoute, j'aime bien les challenges donc voilà, je suis comme toi, j'aime bien relever les challenges donc je vais essayer, avec plaisir. Merci beaucoup Martine. Merci beaucoup Magali. Et c'est ainsi que s'achève cette interview de Martine Carlu, la DG d'Interial. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous cette belle philosophie managériale.
vous aurez compris que Martine est une femme qui sort de l'ordinaire. C'est une directrice générale avec du cœur. Et oui, ça existe. Et il y en a même peut-être plus que ce que vous croyez. Je m'attelle à les accueillir à ce micro de Valeurs Agitées. Et je suis ravie de partager cette générosité de cœur avec vous au micro de Valeurs Agitées. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain invité qui sera tout aussi inspirant. À très vite! Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.